C'est bon. Parfait. Eh bien, bonjour tout le monde. Pour ce webinaire sur la présentation donc, de la méthodologie d'évaluation de l'empreinte carbone des dispositifs médicaments, projet porté par les ministères de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, ainsi que les ministères économiques et financiers. Donc, l'objectif de ce webinaire va être de vous présenter les objectifs du projet, et donc nous laisserons la main pour cela au ministère de l'économie. Après avoir présenté les objectifs du projet, nous passerons aux grands principes de la méthodologie, ainsi que vous donner un aperçu des dispositifs médicaux concernés. Et donc après ces éléments introductifs généraux sur la méthodologie, le pourquoi et le comment, le principal objectif de ce webinaire est de vous faire une démonstration de l'outil Excel qui a été conçu en même temps que cette méthodologie pour permettre aux fabricants et aux fournisseurs de dispositifs médicaux d'évaluer l'empreinte carbone de leurs dispositifs. Et donc, Lucie Fauder vous fera une présentation détaillée de cette matrice pour que vous puissiez en avoir un aperçu le plus complet possible. Et nous pourrons ensuite passer à vos questions afin d'apporter les réponses que nous aurons à ces questions. Alors, je laisse la main tout de suite à Catel Bruguière pour vous présenter les grands objectifs de ce projet de construction d'une méthodologie de l'évaluation d'empreinte carbone des dispositifs médicaux. Merci beaucoup Sébastien, et peut-être juste pour rebondir sur la session questions-réponses, elle se fera via le chat, donc n'hésitez pas non plus à poser vos questions au fur et à mesure. On les prendra toutes à la fin, mais comme ça, si vous avez une question en tête pendant qu'une slide est présentée, on pourra y retourner à la fin. Donc, Catel Bruguière, je suis chargée de mission transition écologique des industries de santé à la Direction générale des entreprises. Et donc, voilà, l'idée était de vous présenter un peu cette méthodologie sur laquelle on travaille avec Ecovamed depuis quelques mois. L'idée pour les pouvoirs publics, c'est d'assurer une continuité avec la méthodologie d'évaluation de l'empreinte carbone des médicaments qui a été publiée début 2025. Donc notre objectif, c'est d'avoir un guide méthodologique et une matrice de calcul qui soit mise à disposition de manière gratuite pour évaluer de façon simple mais aussi robuste l'empreinte carbone des dispositifs médicaux sur l'ensemble de leur cycle de vie. On a été particulièrement attentif à échanger avec l'ensemble, enfin la plupart des parties prenantes, donc côté industriel, côté acheteur également, côté think tank. Et donc voilà, c'est la méthode qu'on vous présente aujourd'hui a déjà fait l'objet de quelques discussions internes, mais l'idée c'est de la présenter aujourd'hui au plus grand nombre. Et c'est pourquoi ce webinaire sera aussi enregistré et mis à disposition en replay. On a été attentif à travailler également et à rendre compte de cette méthode à d'autres pays pour éviter que les méthodologies se multiplient et donc éviter que les exigences soient différentes selon les pays. Le but, c'est donc de réaliser des empreintes carbone à un coût raisonnable pour ensuite utiliser ce score avec différents objectifs, donc à la fois pour décarboner côté fabricant, pour aussi suivre et décarboner les achats et les achats hospitaliers. À partir de là, donc élaborer des politiques publiques. Et donc l'idée ce sera comme ce qui a été fait sur le médicament, de mettre en place un processus de vérification pour ces empreintes carbone là afin qu'elles soient vérifiées et donc que les acheteurs puissent s'en servir comme critères différenciants dans les appels d'offres. Et l'idée c'est également de fonctionner comme on a fait sur le médicament avec une liste de dispositifs médicaux prioritaires pour donner le maximum de visibilité. Parfait, je vais prendre le relais pour rentrer un peu plus dans les grands principes de la méthodologie. Donc, l'idée de ce guide est de préciser les normes existantes, mais tout en respectant ces normes, que ce soit les normes de type GHG protocole ou ISO pour l'évaluation de l'empreinte carbone des produits.
Pourquoi préciser ces normes? Parce que ces normes sont très générales, elles s'adressent à tout secteur industriel, et le secteur du dispositif médical, tout comme l'était celui du médicament, est un secteur très particulier, et donc il était nécessaire de définir un certain nombre de règles complémentaires pour faciliter l'évaluation de l'empreinte carbone des DM, mais aussi pour la rendre comparable en fonction des différents acteurs qui réaliseraient ces évaluations. Donc l'idée, c'est de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du dispositif médical, à l'exception néanmoins du trajet patient, parce que le trajet patient n'est pas discriminant d'un dispositif à un autre et est trop variable, et généralement les fabricants ou les fournisseurs de dispositifs médicaux n'ont pas de données concernant le trajet patient. Mais sinon, c'est bien l'ensemble du cycle de vie qui est pris, de la fabrication des matières le plus en amont possible, jusqu'à la fabrication des composants qui constituent le dispositif médical, puis l'assemblage et la fabrication du produit fini, son emballage et sa stérilisation éventuelle, puis tout le schéma de stockage et de distribution jusqu'en PUI ou en officine de ville. Et ensuite l'utilisation et la fin de vie du dispositif ainsi que de son conditionnement. Donc Lucie, évidemment, reviendra juste après, lors de la présentation de la matrice, sur toutes ces étapes, car l'outil Excel qui a été développé reprend dans cet ordre séquentiel l'ensemble des étapes du cycle de vie du dispositif médical. L'idée aussi, c'était de pouvoir laisser la possibilité d'une extension sur de l'analyse de cycle de vie multi-impact. Le choix a été fait lors du comité stratégique de filière et par les administrations de se focaliser dans un premier temps sur l'empreinte carbone, car c'est l'impact environnemental, on va dire, généralement le plus robuste en termes d'évaluation, mais également l'impact environnemental le plus simple également à évaluer et à interpréter pour les professionnels de santé, notamment les groupements d'achat. Donc le choix du carbone tient à tous ces éléments-là, mais la méthodologie a bien été développée dans l'idée qu'elle pourrait être étendue à d'autres impacts ultérieurement si cela s'avérait utile et nécessaire. L'idée on va dire majeure dans le développement de cette méthodologie a été la simplicité d'application. C'est-à-dire que évaluer une empreinte carbone ou faire une analyse de cycle de vie, ça peut être plus ou moins complexe en fonction notamment des données que l'on peut avoir ou ne pas avoir de la part de sa chaîne d'approvisionnement. Donc l'idée a été de développer la méthodologie la plus simple possible, tout en ayant la robustesse nécessaire pour pouvoir être utilisée dans des appels d'offres hospitaliers notamment. Et donc c'est ce compromis simplicité-robustesse qui a été recherché et sur lequel on continue de travailler avec les inputs justement des industriels ou des acheteurs de produits de santé ou des experts climat pour continuer à atteindre le meilleur compromis simplicité-robustesse. Alors, en termes de simplification, on voulait justement donner deux exemples. Un premier exemple sur les règles de coupure. Donc, les règles de coupure, ça concerne ce que l'on ne va pas prendre en compte dans une analyse de cycle de vie. Et donc, généralement, on demande de couper ce qui représente peu d'impact. Mais ce qui représente peu d'impact, pour le savoir, il faut avoir mesuré l'impact avant. Donc, par simplification, on a proposé une règle de coupure pour toutes les matières premières des composants qui représenteraient moins de 2% de la masse totale du composant, sans dépasser 5%. Donc ça, c'est pour être en conformité avec les principales normes liées à l'analyse de cycle de vie ou à l'empreinte carbone. Et évidemment, on n'a pas le droit de couper ce qui est métaux précieux ou autres matières qui auraient des empreintes carbone très élevées, parce qu'un produit à moins de 1% peut représenter parfois 10% de l'empreinte carbone d'un dispositif. Et donc, on peut couper les matières au niveau des composants, mais on peut aussi couper des composants, c'est-à-dire exclure des composants qui représenteraient aussi moins de 2% de la masse totale du DM. Il arrive assez souvent qu'un DM ait 10 ou 20 composants, mais vous pouvez en avoir un quart qui représente une très très faible masse.
et qui n'ont pas de composants qui contiennent des matières à empreinte carbone élevée. Donc, ça permet de simplifier l'inventaire de cycle de vie, donc le nombre de matières ou le nombre de composants qu'il faudra évaluer. Autre point très important également qui a fait l'objet de discussions avec les parties prenantes, c'est le fait que dans le domaine du dispositif médical, il est très classique que les gammes produits soient très très larges, c'est-à-dire qu'un dispositif médical va être décliné en 10, 20, 30, 40 références. Notamment, on peut citer l'exemple de la taille, on peut avoir des seringues de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, ainsi de suite. Et c'est vrai pour de très nombreux dispositifs médicaux. Donc là encore, l'objectif n'est pas de demander de faire l'empreinte carbone, d'évaluer l'empreinte carbone des dizaines de références au sein d'une même gamme produit. Il est possible d'évaluer la référence la plus vendue en termes de nombre d'unités, avec quand même un seuil de représentativité. Et donc, une fois qu'on a évalué la référence la plus vendue, on peut évaluer les autres références juste avec un rapport massique, donc avec une règle de 3 appliquée au poids du dispositif. Ça, évidemment, il y a un certain nombre de conditions. Il faut qu'au sein de la gamme, les dispositifs médicaux soient relativement semblables en termes de matériaux ou de composants avec la référence la plus vendue. Donc voici quelques exemples et je pense que Lucie pourra vous montrer aussi sur la matrice d'évaluation un certain nombre de dispositifs qui ont été mis pour simplifier au maximum l'évaluation. Alors, les dispositifs médicaux concernés, en théorie, ce sont tous les dispositifs médicaux incluant le diagnostic in vitro. Néanmoins, la méthodologie est particulièrement adaptée aux DM, donc qui sont dans la colonne de gauche en vert, c'est-à-dire tout ce qui est protection individuelle, les consommables hospitaliers, seringues, filtres, champs opératoires, poches, et ainsi de suite, les consommables pour tout ce qui est soins et cicatrisation des plaies, désinfectants, produits pour l'incontinence, tout ce qui est autodiagnostic, autosurveillance. Donc, j'ai tendance à dire tous les petits DM dans le sens les DM que l'on peut porter, ou que l'on peut déplacer, on va dire, facilement. Et la méthodologie ne couvre pas spécifiquement les dispositifs qui sont donc à droite, dans le carré orange, et qui sont essentiellement les équipements lourds et les applications numériques. Alors, les équipements lourds, c'est-à-dire les équipements qu'on ne peut pas déplacer sans moyens, sans aide technique. Donc, tout ce qui est scanner, IRM, donc imagerie, assistance respiratoire, les analyseurs de diagnostic in vitro. Alors, ces produits ne sont pas spécifiquement couverts par la méthodologie et la matrice, tout simplement parce que ce sont des équipements très complexes qui peuvent contenir des milliers de pièces et donc ce qui complexifie l'évaluation. Théoriquement, la méthodologie peut s'appliquer, mais ces produits ne sont pas spécifiquement couverts par les outils fournis. Et il en est de même pour les applications numériques, parce qu'il existe déjà d'autres outils pour les applications numériques, donc il n'y avait pas de nécessité de redévelopper quelque chose alors que d'autres choses existaient. Un petit point qui peut également être mentionné, certains dispositifs médicaux peuvent être très ressemblants à des médicaments. On peut penser aux poches de nutrition ou certains comprimés qui sont des dispositifs médicaux parce qu'ils ont une action mécanique et pas une action avec un principe actif, pas une action pharmacocinétique. Et donc, pour ces dispositifs médicaux qui ressemblent aux médicaments, le conseil est plutôt d'utiliser la méthodologie sur médicaments. Donc, voici dans les grandes lignes quelques éléments méthodologiques, mais donc l'idée à présent, ça va plutôt être de vous montrer un cas concret. Donc, Lucie va pouvoir vous présenter la matrice avec le cas de l'évaluation de l'empreinte carbone d'une seringue. Donc, bien évidemment, quand on prend en main un nouvel outil, c'est toujours un peu compliqué. Il faut un petit peu de temps pour rentrer dans l'outil, comprendre toute la méthodologie, mais vous allez voir avec cette démonstration qu'au final, une fois qu'on l'a fait une fois,
il y a un accompagnement, on va dire, tout au long de l'évaluation grâce à cette matrice qui permet de faciliter cette évaluation d'empreinte carbone. Donc Lucie, je te donne la main. Bonjour à tous. Donc, au niveau du coup de la matrice de calcul, on a eu l'idée en fait de la séparer en deux parties. On a une première partie en fait qui va permettre d'évaluer l'empreinte carbone de chaque composant du DM, dans lequel on proposait un certain nombre en fait de données pour pouvoir calculer l'empreinte carbone de ces différents composants. Donc l'idée, c'était de pouvoir évaluer les émissions liées aux matières premières, aux déchets, aux énergies et au transport, et ensuite d'automatiser les émissions liées aux émissions indirectes, qui vont être en lien avec les achats indirects de biens et de services, les déplacements domicile-travail des employés, ainsi que les immobilisations. Donc ça, c'est un add-on de 20% qui est fait par rapport à l'empreinte carbone qui a été calculée sur tous les composants sur la partie énergie, déchets, transport et matières premières. Donc ça, c'est une première partie, un premier onglet de calcul. Le second onglet de calcul, il va permettre d'évaluer l'empreinte carbone du dispositif médical. Donc on va se servir des résultats obtenus avec l'onglet de calcul pour évaluer l'empreinte carbone des différents composants. Donc, on va évaluer dans un premier temps l'assemblage de ces différents composants afin de pouvoir fabriquer un SKU. Et on va prendre en compte tout ce qui va être étape de stérilisation, la distribution, le stockage, la phase d'utilisation et la fin de vie. Donc ça, c'est juste une explication un peu globale. Maintenant, je vais vous montrer d'un peu plus près à quoi ressemble la matrice et vous expliquer un cas concret avec la fabrication d'une seringue en France. Alors, je vais juste vous partager mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça s'affiche bien? Oui. Oui, c'est bon. On va pouvoir démarrer l'explication. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir plusieurs onglets. Donc, le premier onglet, ça va être l'onglet qui va permettre de déterminer l'empreinte carbone des différents composants. Ce qu'on a proposé en fait dans cet onglet pour calculer l'empreinte carbone des composants, c'était de pouvoir évaluer des composants simples et aussi des composants complexes. Donc les composants simples, ce sont des composants qui vont être constitués au maximum de 5 matières premières, et les composants complexes, ça va être des composants qui vont avoir jusqu'à 20 matières premières. Donc dans le cas de la seringue, on va être sur des composants assez simples. On va avoir 3 composants, donc le piston, le tube et le joint en caoutchouc. Et ce que je vais vous proposer, c'est de balayer en fait comment on a rempli la matrice pour évaluer la seringue et vous expliquer un petit peu quelles sont les données attendues, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver les différents facteurs d'émission, etc., afin de pouvoir évaluer l'empreinte carbone du dispositif médical. Donc pour la partie piston, donc à chaque fois, ce qu'il faut bien remplir dans la matrice, c'est tout ce qui va être en orange. Sinon, les autres cases n'ont pas besoin d'être modifiées. Donc vous indiquez bien à chaque fois le nom du composant, le nom du fournisseur, le pays de fabrication. Donc ça, c'est via un menu déroulant. Vous avez le poids-net du composant sans le packaging et également le type de données d'activité. Donc ça peut être avec des données primaires ou des données secondaires. Dans notre cas, là, on a fait avec des données secondaires. Donc, on va ensuite rentrer les différents données d'entrée qui sont demandées. Donc, sur la partie matière, transport, énergie, le traitement des déchets, également le transport vers l'usine suivante qui sera l'usine d'assemblage des différents composants. Donc, le piston de l'inseringue, il est fait à 100% de polypropylène. Du coup, j'indique ici la matière. J'indique également la quantité. Cette quantité, elle va à la fois prendre en compte la masse finale du piston, mais également la masse qui va prendre en compte les taux de perte. Donc, c'est important à chaque fois d'indiquer les taux de perte dans la donnée d'entrée.
Les taux de perte, c'est pareil, des fois c'est des informations qu'on peut avoir, des fois non. Donc dans le guide, on a également indiqué des taux de perte par défaut en fonction de si on est sur des matières plastiques, des métaux, etc., de manière à aider l'utilisateur dans le remplissage de la matrice. Vous indiquez ensuite le facteur d'émission du polypropylène. Également, dans le guide méthodologique, on a fait un tableau dans lequel on a répertorié les matières plastiques, métalliques, etc. principales, avec à chaque fois une proposition de facteur d'émission des coins à vente pour pouvoir effectuer le calcul. Et ce que vous pouvez voir à chaque fois ici sur la droite, c'est qu'on a indiqué dans quel tableau ou dans quelle figure du guide méthodologique on pouvait avoir accès soit aux facteurs d'émission, soit aux données secondaires, donc par exemple sur les taux de perte ou d'autres types d'indications qui peuvent aider l'utilisateur s'il n'a pas accès à des données primaires. Donc là, on a rempli les données concernant les matières. On fait la même chose concernant les transports. Donc, on va bien dissocier le transport qui est fait par route, par voie maritime et par voie aérienne, en indiquant à chaque fois bien la distance et en indiquant également le facteur d'émission associé. Donc, également, dans le guide, vous avez différents facteurs d'émission qui sont proposés en fonction du type de transport, toujours pour aider l'utilisateur. On fait la même chose pour la partie énergie. Donc ici, on n'a mis que de l'électricité, mais on aurait pu mettre du gaz naturel, de la vapeur ou d'autres types d'énergie. Dans le guide méthodologique, à chaque fois, on propose différents facteurs d'émission qui peuvent être utilisés pour faire le calcul. On a également proposé des données secondaires par défaut pour les consommations électriques, pour tout ce qui est composants plastiques, caoutchouc ou métallique. Dans le cas où on n'avait pas de données secondaires, pas de données primaires, pardon. Donc, du coup, pour faire le calcul avec des données secondaires, donc, le calcul ici, il a été fait avec des données secondaires. Et on indique également la même chose pour les déchets, donc la quantité de déchets, le type de traitement derrière qui est effectué. Donc là, dans notre cas, on a considéré que les déchets étaient recyclés, donc on a un facteur d'émission qui est à 0. Mais si, je ne sais pas, on a de l'incinération ou un autre type de traitement, on a également, c'est également indiqué dans le guide méthodologique quel facteur d'émission on peut utiliser en fonction du type de déchet. Pareil, pour le transport vers l'usine suivante, on indique également la distance, également le type de transport, si c'est par route, par voie maritime ou par avion, et en choisissant bien derrière le facteur d'émission qui correspond. Donc ici, ce que vous pouvez voir, ça va être la valeur de l'empreinte carbone d'un seul composant qui prend en compte les matières premières, le transport, les consommations énergétiques et le traitement des déchets. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les composants, on va également prendre en compte la partie liée aux émissions indirectes, donc les immobilisations, les achats indirects de biens et de services, les trajets domicile-travail des employés. Ça, ce n'est pas comptabilisé dans cette valeur-là, ça va être ajouté automatiquement dans le second onglet « Évaluation d'un dispositif médical ». Ça, c'est important de le noter. Donc là, on a rempli la matrice pour notre composant piston. On a fait exactement la même chose pour le tube. Donc, je ne vais pas revenir sur comment on l'a rempli, mais ça se remplit de manière complètement analogue. Et on a fait également la même chose pour le joint. Donc également, à chaque fois, on peut voir la valeur de l'empreinte carbone de chaque composant. Je fais juste une toute petite parenthèse qui n'a pas de lien avec la seringue, c'est juste pour visuellement que vous voyez à quoi ça ressemble quand on a des composants complexes. Donc la matrice, elle ressemble à la même chose, c'est juste qu'on a plus de lignes pour les matières, donc on peut rentrer jusqu'à 20 matières premières, et ça se remplit de manière similaire. Donc vous indiquez les matières, le transport, les types d'énergie, les déchets, etc. C'est juste qu'il y a plus de lignes. Voilà, c'était juste la petite parenthèse sur la partie composants. Une fois que vous avez rempli tous vos composants, on va passer sur l'onglet suivant qui est l'onglet sur l'évaluation du dispositif médical, où on va re-remplir certaines données pour identifier le dispositif médical, donc son nom, une brève description, le code du DIDI, le nom de la référence commerciale, le nombre d'unités par SKU, parce que l'évaluation de l'empreinte carbone, elle ne se fait pas par unité DM, mais bien par SKU, et le poids d'un SKU, en incluant les packagings primaires et secondaires.
Ensuite, on va venir remplir un certain nombre de données d'entrée sur les composants. Donc ici, vous voyez que ça reprend les composants qu'on a calculés dans l'onglet juste avant. Donc là, ce que vous avez indiqué, c'est le nombre de composants par SKU. Donc dans notre cas, on en a 10. Donc on indique juste 10 ici. Et le calcul se fait automatiquement. En fait, le poids, il est repris par rapport à ce qu'on a rempli dans l'onglet précédent et les émissions se calculent automatiquement. Ici, vous avez donc à voir les émissions qui sont dues aux composants avec à côté un pourcentage qui va être la contribution sur l'empreinte carbone. On a également proposé un autre onglet pour la partie composants qui ne vont pas être modélisés avec l'onglet qui a été présenté juste avant. Ça va être dans le cas où, par exemple, vous allez avoir un fabricant qui va être capable de donner l'empreinte, par exemple, du piston. Dans ces cas-là, vous n'avez pas à remplir l'onglet composants. Vous remplissez ici directement le poids du piston, enfin, le poids de tous les pistons par SKU, et également le facteur d'émission qui est communiqué par le fabricant, et le calcul se fait du coup directement ici, vous n'avez pas à remplir l'onglet d'avant. Pareil, pour la partie packaging, on a proposé de ne pas les calculer, d'utiliser des facteurs qu'on peut trouver sur Eco-Invent pour tout ce qui est notice, conditionnement secondaire et tertiaire. Également, dans le guide méthodologique, vous avez un certain nombre de facteurs d'émission qui sont proposés pour pouvoir évaluer donc, tout ce qui est lié aux notices, palettes, etc. Et également, dans le petit carré vert, vous allez avoir la contribution due à ces autres composants et la valeur d'empreinte carbone due à ces autres composants et la contribution qui est associée. Donc là, du coup, on a fini de remplir tout ce qui est lié aux composants. On va maintenant s'intéresser à tout ce qui va être en lien avec l'assemblage des différents composants et le conditionnement et la stérilisation. Donc, vous voyez ici qu'il y a écrit premier site. La matrice, en fait, on l'a construite de manière à avoir, si besoin, deux sites, s'il y a besoin pour toutes ces parties, assemblage, conditionnement. Pas tout se fait pas forcément sur un site. Donc, dans notre cas, on a considéré que tout était fait sur un premier site. Mais si j'ai Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai perdu la... Est-ce que vous voyez encore mon écran? Parce que j'ai eu un message comme quoi j'avais perdu la connexion. Ouais. Oui, il faut repartager l'écran. Ouais. Ok. Est-ce que ce que j'ai expliqué a été coupé ou est-ce qu'il faut que je revienne en arrière? Les 5 dernières secondes. Ok. Alors, je vais repartager mon écran. C'est bon. Voilà. Alors, du coup, ce que j'expliquais, c'est que s'il y a besoin d'un second site, il y a un encart analogue au premier site qui peut être également rempli. Donc, je vais juste en expliquer un, parce que dans le cas de la seringue, on a uniquement considéré un seul site. Donc, on va considérer les différents types d'énergie qui vont être nécessaires à la fabrication d'un SKU sur ce site d'assemblage. Donc, on indique ici, on indique également le facteur d'émission. Donc, également, enfin, comme je vous dis tout à l'heure, les facteurs d'émission pour les énergies, ça va être les mêmes que pour ceux des composants. On peut trouver des informations dans le guide méthodologique. Pour la partie déchets, c'est pareil aussi. On a différentes indications en fonction du type de traitement et du type de matière première. Et ici, on remplit également la distance vers l'usine suivante dans le cas où on ait besoin d'un second site. S'il n'y a pas besoin de second site, il n'y a pas besoin de remplir ces lignes-là. Ensuite, vous voyez ici qu'il y a une case avec les émissions du site hors énergie, déchets et transport. Donc ça, c'est pour les émissions indirectes. Vous allez indiquer dans cette case les données que vous avez pour tout ce qui est achat de biens directs et de services, les immobilisations, les émissions fugitives et les trajets domicile-travail des employés. Il se peut des fois qu'on ait des informations partielles ou pas du tout.
d'informations. Donc, l'idée, c'est de pouvoir indiquer ce qu'on peut dans cette case et en fonction de ce qui est manquant, de l'indiquer en fait ici. Donc, en fait, on indique un nom si les émissions ne sont pas considérées dans cette case. Donc, par exemple, là, on voit qu'on n'a pas rempli parce qu'on n'avait pas les informations. Donc, on a mis non à toutes les catégories, donc non à émissions fugitives, immobilisation, etc. Dans ce cas, le calcul il va être fait automatiquement avec des valeurs par défaut. Donc, dans ces cas-là, on va ajouter 5% de l'empreinte carbone pour la partie émissions fugitives, 10% pour les immobilisations, 10% pour la partie achat de biens directs et de services et 20% pour les achats de biens directs et de services et 10% pour les trajets domicile-travail. Donc, les émissions vont être calculées. Oui. Je me permets juste que comme il y a des questions parallèles, je me dis on peut y répondre en même temps. Pardon, je n'ai pas regardé, mais oui. Non, mais je m'en occupe. Je vois notamment une question qui demande est-ce que les trajets domicile-travail doivent être uniquement liés à la fabrication du composant du DM ou du DM particulier. Alors, en fait, dans le guide, on explique comment calculer ces émissions du site. Et l'idée est de calculer des émissions annuelles, comme vous faites un bilan carbone du site industriel. Vous prenez l'ensemble des émissions sur un an liées aux immobilisations, aux achats de services, aux déplacements. Et après, le guide explique comment calculer une clé d'allocation, c'est-à-dire comment allouer. Si votre site fait 100 millions de seringues et ne fait rien d'autre, c'est assez simple. Hein, vous prenez 1 sur 100 millions de vos émissions annuelles et ça vous donne les émissions pour une seringue. Mais pour les cas plus complexes et plus réels où il y a plusieurs produits qui sont fabriqués, le guide vous indique comment allouer vos émissions annuelles pour obtenir les émissions par SKU. Et j'en profite tant qu'on y est, parce que c'est peut-être plus simple de répondre à quelques questions tout de suite. Sur l'énergie, ce qui est aussi indiqué dans le guide, c'est qu'il faut prendre le facteur d'émission de la base de données Eco-Invent qui correspond au pays dans lequel vous produisez. Et ce facteur d'émission Eco-Invent prend bien en compte le mix énergétique et donc des modes de production qui diffèrent d'un pays à un autre. C'est bien inclus. Et dernière question, on prendra les autres à la fin. Les émissions ne concernent bien que la fabrication et le transport. Tout ce qui est lié à la R&D et aux entités commerciales ne sont pas prises en compte, tout comme c'était le cas dans le médicament. Donc c'est bien fabrication et transport. Par contre, on prend bien en compte toutes les émissions de la fabrication, parce que parfois dans les analyses de cycle de vie, on exclut les immobilisations, on exclut le transport des personnes. Et là, on prend bien en compte toutes les émissions qui sont dues au site de fabrication, et y compris ces émissions indirectes. Voilà. Désolé Lucie, mais je trouvais que c'était pas mal de faire en live. C'était bien précisé à ce moment-là. Alors, je vais juste reprendre du coup la suite. Donc après, on va passer à la partie stérilisation. Donc là, le calcul, il se fait, on a besoin de rentrer certaines informations pour que le calcul se fasse automatiquement avec l'outil développé par le Shift. Donc, on va indiquer le type de stérilisation, le nombre de SKU par palette, ainsi que le pays de stérilisation et la distance entre le site de production du DM vers le site de stérilisation, en prenant bien en compte la distance aller-retour. Et le calcul se fait en fait automatiquement en fonction des différentes données qui ont été rentrées. Ensuite, on va passer à la partie empreinte carbone aval, notamment stockage et distribution. Donc, pour la partie distribution, on va prendre en compte les différentes portions de trajet entre l'usine de fabrication et jusqu'à la pharmacie hospitalière. Donc, on va bien segmenter en fait les différents trajets en fonction du mode de transport qui va être utilisé et de la distance. Donc, dans notre cas, on a considéré qu'on n'avait que du transport routier, mais on aurait très bien pu avoir du transport maritime, donc à chaque fois, ou aérien. Donc, à chaque fois, on précise bien le type de transport, la température.
parce que du coup, dans les cours à vente, on va avoir des facteurs d'émission qui vont être différents si on a un transport qui se fait à température ambiante ou un transport réfrigéré. Et c'est également des informations qu'on a listées dans des tableaux pour pouvoir faciliter le travail de l'utilisateur et bien choisir le bon facteur d'émission. Pour la partie stockage, on a utilisé des facteurs par défaut. Pour cela, en fait, on indique la température si on est sur de l'embouillant ou non et le nombre de SKU par palette, et ça permet de calculer les émissions liées à la partie stockage. Vous avez également les résultats qui sont affichés ici avec la contribution. Pour la partie utilisation, on va devoir indiquer les consommations qui vont être, les émissions qui vont être liées à la consommation d'énergie. Si par exemple c'est un dispositif médical qui va utiliser de l'électricité ou qui fonctionne avec une batterie, c'est des émissions qui doivent être prises en compte. Donc on a également indiqué dans le guide comment comptabiliser ces émissions. Également, les émissions directes de gaz à effet de serre, si c'est un dispositif médical qui va libérer des gaz à effet de serre lors de son utilisation et qui ne vont pas être captés, être captés, on doit également les indiquer dans la matrice. Et on a également indiqué une case avec éventuelle autre émission si il y avait d'autres émissions qui étaient émises lors de la phase d'utilisation. On a également ici un petit rectangle qui va être réservé aux consommables et aux dispositifs médicaux qui sont obligatoires pendant la phase d'utilisation. Donc, ce qu'il va falloir mentionner dans cette case, ça va être les dispositifs ou consommables qui vont être mentionnés soit dans la notice, une autorisation de mise sur le marché ou un dossier réglementaire pour vraiment lister que ce qui est obligatoire. Par exemple, dans le cas de la seringue, on pourrait se poser la question de est-ce qu'on doit comptabiliser une aiguille ou non? Et dans la notice, ce n'est pas indiqué qu'il faut forcément utiliser une aiguille. Donc, on n'a pas besoin de mentionner dans cette case la seringue, l'aiguille de la seringue. Voilà, et ici, vous avez les émissions qui vont être dues à l'utilisation qui vont sommer tout ce qui va être mentionné au-dessus. Et enfin, on va avoir la fin de vie. On va évaluer la fin de vie à la fois des composants et des conditionnements. Donc, à chaque fois, on va bien prendre en compte les masses en fonction de la matière première et de choisir le bon facteur d'émission en fonction de la matière et du type de traitement. Également, dans le guide méthodologique, on a fait un tableau avec les différents facteurs d'émission qui peuvent être utilisés en fonction des différentes matières premières pour pouvoir faciliter l'évaluation. Et ça donne accès du coup aux émissions dues à la fin de vie. Donc, une fois que vous avez tout rempli, vous allez pouvoir regarder vos résultats dans l'onglet « Résultats » où on va avoir le résultat de l'empreinte carbone du berceau à la porte de l'hôpital. Donc, ce résultat, il va à la fois être indiqué par SKU, par unité ou par kilogramme de dispositif médical. On a également l'incertitude qui va s'afficher dans cette case et le calcul de l'empreinte carbone plus l'incertitude qui peut être également disponible. En fonction des données qui peuvent être regardées, parce que des fois, on peut uniquement s'intéresser à la valeur de l'empreinte carbone liée à la production ou l'utilisation et la fin de vie, ou le stockage et la distribution. On a également compartimenté les résultats de l'empreinte carbone, donc en chaque fois en indiquant les résultats par SKU, par unité et par kilogramme. Et voilà, ça permet du coup d'avoir différents types d'informations en fonction de comment on veut utiliser les résultats. Et enfin, on va avoir un dernier onglet, mais qui n'est pas à remplir par les fabricants de dispositifs médicaux, c'est plus pour les médecins ou les pharmaciens hospitaliers. C'est si on veut faire une comparaison entre les dispositifs médicaux à usage unique ou à usage multiple, donc de proposer cet onglet qui permet du coup de faire un comparatif entre les deux types de dispositifs médicaux. Voilà pour la partie matrice.